réuni comme chaque année toute l'équipe du Cercle à voter. Et ça veut dire quand même une trentaine de critiques cinéphiles, de gens qui n'ont pas de vie, qui passent leur temps dans des salles obscures pour vous. Et pour découvrir donc ce top 10, eh bien, je voudrais accueillir notre invité Nicolas Truffinet du site Acreds. Bonsoir Nicolas. Venez. Oui, alors, on a demandé aussi à nos amis blogueurs et critiques en ligne de nous donner leur palmarès de l'année et de voter. Et ce qui est bizarre, c'est que le vôtre, Nicolas, est le plus éloigné du nôtre. C'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'on aime les gens qui ne sont pas de notre avis. Nous sommes un endroit de démocratie. Vous allez donc parler, mais pas tout de suite. Regardons d'abord quels sont les 10 films préférés du Cercle pour 2015, d'après les votes de nos critiques et de la rédaction, un magnéto réalisé par Alex Nicolas. En 10e position, le second long-métrage de David Robert Mitchell, un film d'horreur très sexué, très stylisé, découvert la semaine de la critique 2014, primé à Deauville et à Gérardmer, It Follows. On peut applaudir, hein. Numéro 9, la reconstitution d'un épisode de la guerre froide où l'avocat Tom Hanks est envoyé en URSS par la CIA pour organiser un échange de prisonniers. C'est Le Pont des Espions de Steven Spielberg. Bravo! En 8e position, l'émancipation difficile de 5 sœurs dans un village de Turquie, racontée par Deniz Gamze Ergüven, une jeune cinéaste formée à la Fémis à Paris. C'est Mustang. Bravo! Très très beau film. Au 7e rang, Catherine Fro, richissime cantatrice, amateur à qui personne ne dit qu'elle chante comme une casserole. C'est Marguerite de Xavier Giannoli. Bravo! Bravo! Arrivée 6e, la fable futuriste de Yorgos Lanthimos. Vous savez, où la vie en couple était obligatoire sous peine de devenir un animal. The Lobster. 6e position. Numéro 5, une rêverie fantasmagorique autour de soldats plongés dans un mystérieux sommeil. Cemetery of Splendor d'Apichat Chatpong. Oui, c'est cool. Jean-Marc Lalanne en bave de plaisir. Numéro 4, le fils de Saul du Hongrois de Paris, Laszlo Nemes, les sondeurs commandos d'Auschwitz, racontés au plus près. Grand Prix à Cannes. Bravo. Et nous arrivons au trio de tête avec en médaille de bronze le mélo plein d'humour et de cinéma de Nanni Moretti. Mia Madre. Sur la deuxième marche, le retour d'Arnaud Desplechin sur les traces de son adolescence, le prequel de Comment je me suis disputé, 3 souvenirs de ma jeunesse. Bravo. Et enfin, le grand vainqueur de l'année, le film le plus visionnaire, le plus dément, le plus vorace, le plus virtuose, Mad Max Fury Road. Une surprise, le film de George Miller qui atteint la première place en ressuscitant son héros punk de 1979. Ça, alors là, franchement, on s'attendait à tout sauf à ça. C'est une grosse surprise. Mad Max numéro 1. Comblé, mais moi aussi. Numéro 1, donc, Mais oui, mais c'est étonnant. C'est un film, les gens du cercle ont du goût. Oui, exactement. C'est pas une surprise, ça, Frédéric. Bon, non, on se croirait en 2002 aux élections présidentielles. Mais je précise que les votes ont été arrêtés avant la sortie en salle de Star Wars et également de beaucoup d'autres films. Et notamment les films de cette semaine, ils n'ont pas été pris en compte. Mad Max numéro 1, c'est quand même une surprise, Jean-Marc, non? C'était une surprise pour moi quand j'ai découvert le film, en fait. Je ne pensais pas l'aimer autant. Ouais. De fait, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux films de l'année, mais j'aimais assez les trois premiers Mad Max, mais pas plus que ça non plus. Je ne pensais pas que Miller soit, à l'âge qu'il a, capable de faire un film aussi moderne, aussi visionnaire, aussi virtuose. Il a quel âge? Il a 72 ans, je crois. 72, oui, c'est vrai que c'est du brutal, c'est du costaud. Est-ce que vous êtes en désaccord avec nous, cher invité? Non, j'aime beaucoup la plupart des films que vous avez montrés, donc tout va bien. Bon. Le désaccord a été un petit peu survendu. Et je ne dirais pas que Mad Max est une énorme surprise. Le film a été une surprise. Le trouver dans un top, effectivement, c'est un film qui a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme à sa sortie. Ouais. Alors vous, vos numéros 1 sont 2 ex aequo, c'est Cemetery of Splendor, qui est notre numéro 5, et Les Mille et Une Nuits de Miguel Gomes, dont nous avons dit beaucoup de bien aussi. Il avait été défendu ici, oui. Oui, je trouve que ces deux cinéastes-là, depuis une dizaine d'années maintenant, sont quand même... si on cherche un petit peu ce qu'est la modernité au cinéma aujourd'hui, ce qu'il y a de plus stimulant, de plus inventif, ça pourrait être ces deux-là. Et puis les deux ont beaucoup à voir aussi. Pendant Cannes, chacun avait arboré le t-shirt du film de l'autre, ils avaient un petit peu amusé la galerie comme ça. Mais il y avait quand même une raison à cela. Je trouve que c'est des films qui sont très inventifs, très stimulants. C'est des films qui sont très très riches aussi. Il y a énormément de choses. C'est des films qui parlent du monde, vraiment. Dans Les Mille et Une Nuits, il y a tout un passage sur des barres d'immeubles qui se passe pendant la crise au Portugal, donc avec des jeunes couples, leurs coupons alimentaires, des plus vieux couples qui sont malades, etc.
Et tout ça rehaussé par cette présence d'un chien assez adorable qui va d'une chambre à l'autre. C'est vraiment le film social, un petit peu dynamité par le... On sent quand même, Nicolas, que vous êtes en train de passer un entretien d'embauche aux Rock, ça se voit. Faites gaffe, faites gaffe. En troisième position, vous avez aussi des ex-aequo, mais encore plus inattendus. Snow Therapy, du Suédois Ruben Östlund, et Nature Thérapie, du Norvégien Ole Djever. Là, vous avez vraiment... Il y avait une ressemblance dans les titres. Il y avait un thérapie. Et puis, donc, deux premiers, second film scandinave. 2 films un petit peu sur la crise du mal contemporain, donc avec un trait thématique commun, comme très frappant, sur des hommes qui fuient. Donc c'est donc dans Nature Thérapie, bon, c'est un homme qui supporte pas l'idée de passer un nouveau week-end avec sa femme, son enfant, et qui va courir, faire une rando-course apparemment, c'est comme ça qu'on dit, voilà, et qui ne rêve que de tromper sa femme dès qu'il en a l'occasion avec une des randonneuses. Et donc voilà, c'est un film intelligent qui est très très intéressant. Snow Therapy est peut-être une dimension supplémentaire, plus stylisée, avec notre matière plus surprenante. Donc c'est encore une famille scandinave, donc qui vient au sport d'hiver. Et donc le déclenchement, c'est une... Le papa est lâche, il abandonne sa famille quand il y a une avalanche. Eric avait beaucoup aimé, il s'était identifié au personnage. Je ne vais jamais au sport d'hiver. Ok, mais alors les filles, là, vous réagissez pas beaucoup, je trouve. On réagit pas beaucoup. Ce palmarès vous plaît-il ? Mais moi, je trouve le palmarès très beau. Je trouve il y a un retour des films à dispositif, aventureux, explorateurs sur la forme. Il y a un retour aussi, j'ai l'impression, du film à sujet sérieux, voire un peu plombant, dans le cas, pour mon goût, de Spielberg, où je trouve que c'est une fresque un peu austère. Ce qui me manque un peu, dont j'ai l'impression que Desplechin est un peu le seul représentant dans le top 10, c'est une veine ultra intimiste, voire autobiographique. C'est-à-dire que moi, c'est un top 10 où il me manque... Ouais, mais Mia Madre, je le range dans la catégorie des films de Nanni Moretti. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il refait une espèce de... Voilà. Qui ne parle jamais de lui. Il tient son journal intime, quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nationalités représentées. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 Français de mémoire, 2-3 Américains. Et sinon, ça couvre vraiment quand même tous les continents et c'est plutôt chouette. Oui, soyons contents de nous. Eric, il y a des oubliés dans la liste? Ah oui, celui que j'avais mis numéro 1, comme chaque année, Youth. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ce film de vieux obsédés sexuels, c'est ça? Entre autres, oui. Mais c'est pas sa seule qualité. C'est vrai que ce film-là, alors donc il vient de sortir en Blu-ray, et donc si vous voulez vous rattraper, qui d'autre a une frustration? Bon, mes films préférés sont dans le top, mais il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup quand même qui n'y sont pas, comme The Visit de M. Night Shyamalan, qui pour moi était une vraie surprise aussi. Un film réussi de Shyamalan, il n'avait pas fait ça depuis plusieurs années, et un film très original. Aussi un film de vieux d'ailleurs, enfin sur les vieux. Il manque quand même vice-versa. Moi, je regrette. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu un aussi beau dessin animé. C'était le scénario du studio Pixar. Très habile, vous vous souvenez, les émotions dans la tête d'une petite fille, c'était avec une sorte de mise en abîme du dessin animé, ça c'était quand même très beau. Et j'aimais aussi beaucoup Birdman, j'avais aussi voté pour Birdman, le film d'Inarritu, Oscar. Enfin bon, voilà, il a eu l'Oscar. Voilà, mais d'accord, mais... il va pas avoir tous les prix importants. C'est rien à côté du cercle. Oui, c'est rien. On peut dire simplement aussi qu'aucune comédie ne figure dans notre top 10. Et moi j'ai vu, comme vous, Crazy Amy, que j'ai adoré. Ah oui. Voilà, oui. Donc on peut être une comédie féministe, trash, être une pom-pom girl et un Casanova. C'était drôle. C'est drôle. Ceux qui ont aimé ça m'ont dit que c'était drôle, mais ça m'a pas fait rire. Je signale aussi pour donc le numéro 1 de cette année, c'est Mad Max, et il est aussi sorti en DVD, c'est Blu-ray. J'ai aussi 2D. bon, enfin j'ai plein de surprises pour la fin de l'émission, je les montre pas tout de suite. Voilà, il y aura beaucoup de cadeaux. Philippe, vous avez donc, pour nous rafraîchir la mémoire, un extrait de Mad Max. Bah oui, 2 petits extraits collés les uns avec les autres, pour rappeler que en fait, George Miller a toujours utilisé ce fou de Max pour parler de l'époque où il était, que ce soit dans le premier, la Vigilant Movie, la crise, le choc pétrolier, l'écologie avec le 3e et les inspirations messianiques. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit ce film et cette histoire d'épouses voilées qui se rebellent dans le désert et de kamikazes. Et ben, je veux dire, ça traverse complètement cette année. Et je vous ai apporté, du coup, ces extraits où on voit tout ça. Là, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les années, ils continuent à travailler en dur. Hein, donc, c'est pas du numérique, c'est des vraies voitures, c'est des vraies cascades. La vraie poussière, des vraies cascades. Et regardez le kamikaze, il s'adresse à son chef. Et voilà, c'est regarde-moi. Et voilà, on voit Mad Max, c'est au début du film, et il est là, emprisonné avec un masque.
Et l'idée de ces kamikazes, c'est de mourir en étant vus dans leurs gestes. Ils sont élus. Voilà, je suis attendu au Walhalla. Ces images sont assez étonnantes parce que c'est vraiment. Et lui dit on est baisé, et c'est en latin. Et l'idée, ben voilà, c'est ça. Ces images résonnent très fort. Et là, on est plutôt vers la fin. Max a quitté son masque. Voilà les fameuses épouses qui veulent prendre le pouvoir. Et là, on voit tout le côté girl power du film. Max n'est presque plus que le chauffeur. Et la véritable héroïne à côté de lui, c'est Charlize Theron qui joue Furiosa. D'ailleurs, le film s'appelle Fury Road pour Furiosa. Et c'est le moment où c'est les filles qui prennent le pouvoir de manière très intéressante. C'est par exemple Furiosa qui va avoir l'idée, alors que le camion est en feu, de comment éteindre l'incendie tout en poursuivant la poursuite. Regardez, crac. Et il fallait y penser. Elle va faire venir le sable sur le feu pour l'éteindre. Et ça donne cette image absolument merveilleuse, hein, une sorte de nuée en route, et c'est ça Mad Max face au fou de la route. Et regardez, c'est de nouveau elle qui va prendre la carabine et qui va tirer. Le Max n'est plus qu'un chauffeur, et c'est vraiment Furiosa, et ça c'est quelque chose de très très fort, je trouve, dans le film, et qui va se retrouver dans le cadrage suivant. Vous voyez, c'est vous voyez les cuisses de Furiosa, on cadre entre les cuisses de l'héroïne, alors qu'avant, c'était toujours entre les cuisses de Lucky Luke, entre les cuisses des héros de Dirty Harry. Non, mais ce qui est très... Oui, bah, évidemment, c'est l'endroit où il aime bien être là. Mais c'est vrai que quand on voit ça, après avoir vu le nouveau Star Wars, on se dit qu'il y a... C'est beaucoup plus nouveau. Ah ben c'est complètement autre chose. C'est pas du recyclage, c'est ça que je veux dire. Mais c'est plus le même acteur, c'est plus Mel Gibson. Oui. C'est-à-dire que s'il avait joué comme dans Star Wars, il aurait fallu avoir un Mad Max de 70 ans. Oui. Et c'était pas ça qu'il voulait. Il y a un côté intemporel. C'est-à-dire que c'est comme James Bond. Je veux dire, si vous mettiez Sean Connery pour jouer James Bond, ben, il serait à l'EHPAD. Oui. Donc on change d'acteur et l'idée c'est de recommencer toujours, alors que Star Wars c'est la saga familiale et donc on devient papy, mamie. Alors je signale que dans notre top 10, il y a 8 films de Cannes, mais il n'y a pas la Palme d'Or, Dipan de Jacques Audiard. Le numéro 11, c'était Fatima, qui vient d'avoir le prix Louis Deluc, très beau film, qui était notre numéro 11. Et enfin, on arrive à la séquence que je préfère, c'est l'heure du bilan cinéphilique de l'année par Jean-Marc Lalanne. Bravo. Alors, donc le contraire de ce que vous avez dit à l'instant. En fait, ok, très bien. Moi, ce qui me frappe cette année, c'est vraiment, en tant qu'amateur de films populaires américains, j'étais plutôt déçu ces dernières années par ce que devenaient les blockbusters, le recyclage de franchises, de films de super-héros, de moins en moins inventifs et intéressants. Et je trouve qu'avec le nouveau Star Wars et Mad Max, on a tout à coup 2 très très grands films hollywoodiens qui sont à la fois des spectacles d'une virtuosité inouïe et en même temps 2 films qui parlent très très profondément du monde dans lequel l'on vit. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le film de J. Abrams, qui est le plus jeune des 2 cinéastes, est étrangement le plus classique, alors que le film de George Miller est peut-être le plus moderne dans sa facture. Ouais. Et en même temps, je trouve que c'est vraiment 2 films qui, dans un univers de fantasy, réussissent complètement à restituer la violence la plus contemporaine qui soit et du monde dans lequel on vit. Et je suis très frappé qu'Hollywood soit à nouveau capable de ça de manière fulgurante. Ok, vous avez le droit de me contredire, c'est pas grave, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Nicolas, quel souvenir marquant gardez-vous de cette année ? Love. Moi, je montre Love parce qu'il n'est pas dans notre top 10 et c'est un peu un regret. Voilà, je le regrette et surtout que tout au long de l'année, il y a eu cette polémique sur le classement du film. Est-ce qu'il serait interdit au moins de 16, au moins de 12, au moins de 18, au moins de 100 ans ? Bon, voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est un film qui a créé l'événement. Le premier film porno d'auteur, en quelque sorte. En relief. Et en 3D, c'est vrai. Nicolas. Alors, ce ne sera pas Love. Ce sera aussi un gros film hollywoodien qui a été, je trouve, très négligé cette année. C'est Seul sur Mars, que j'aime énormément. Qui est effectivement... Il y a le film dans l'espace, c'est vraiment, je trouve, un des genres hollywoodiens qui marche depuis 3 ans. Il y a eu Gravity, il y a eu Interstellar, qui était remarquable. Seul sur Mars commence à se présenter par quelque chose de beaucoup plus modeste, un codicier sur un jardinier qui fait pousser des pommes de terre sur la planète rouge. Et finalement, il n'est pas moins important, très différemment. C'est un survival qui fonctionne très, très bien et qui se mue en autre chose, en une espèce d'ode à l'invention humaine, au génie humain, avec une grand film naïf sur l'humanité entière qui est un petit peu uni pour sauver Matt Damon. Et voilà, avec quelque chose d'assez étonnant, un film fait par par personne en particulier. Ridley Scott n'est pas un cinéaste qui m'intéresse énormément. En 20 ans, il est passé de quelque chose d'un peu maniériste à là un yes man, assez très talentueux, mais un petit peu impersonnel. Et un scénario qui est quand même assez malin, par ailleurs, qui a quand même des petits aspects contemporains qui parsèment de bout en bout. Un film assez drôle. Voilà, très très étonnant. Okay. Oui, merci beaucoup Nicolas. Merci d'être venu partager votre année cinéphilique avec nous.